Sidiki Bakonde remplace Mamadou Tindel Diallo à la tête du collège des étudiants des universités privées. Cette structure composée de 30 universités privées de la capitale et de l'intérieur du pays a pour rôle de défendre les intérêts des étudiants, améliorer leur formation en proposant des stratégies et surtout faciliter leur accès à l'emploi. Alseni Bari, Yacouba Traoré. Ils sont 13 étudiants à rejoindre ce nouveau bureau du Collège des étudiants des universités privées. Il aura un mandat d'une année, renouvelable. L'objectif de ce bureau, défendre les intérêts des étudiants, améliorer leur formation et surtout, œuvrer pour faciliter leur accès à l'emploi. Nous avons 2 représentants par université, mais nous allons accroître ce nombre-là et ensuite faire des universités privées une référence sur le plan international en matière d'éducation à travers le monde. Bien avant de demander à l'État d'orienter dans les universités privées de Guinée, nous allons soumettre d'abord un document à ces universités pour que les universités soient mieux équipées, plus équipées d'ailleurs que les universités publiques qui poussent l'État à orienter vers là-bas. En plus, la nouvelle équipe compte faciliter l'accès au logement des étudiants de l'intérieur du pays, favoriser une collaboration entre les entreprises, les institutions et les universités privées pour lutter contre le chômage. Des idées saluées à juste titre par cet étudiant de l'université Mercure. Nous, on recommande dans les universités privées qu'il y ait des entreprises, qu'il y ait des sociétés qui viennent par exemple prendre les meilleurs de chaque département pour qu'ils puissent avoir une insertion professionnelle. Et dans cette perspective, nous avons lancé un message à l'endroit de toutes les sociétés, de toutes les entreprises, de toutes les institutions internationales présentes en Guinée pour qu'ils viennent vers ces universités privées, qu'ils prennent les fruits de ces universités privées. Pour le département de l'enseignement supérieur, c'est une aubaine d'avoir un couloir de transmission entre 30 universités privées et autorités éducatives. Ils jouent bien leur rôle de facilitateur. Ils donnent des informations qui sont justes et qui cherchent à maintenir l'accalmie au sein des universités privées. Donc nous sommes très contents. Le premier défi qui attend ce bureau est l'organisation du sommet des étudiants africains le 12 octobre prochain. Pour l'occasion, le président de la République a promis la construction du siège de l'élève et l'étudiant africain. Dans le cadre de la campagne pour la présidentielle malienne, la section Conakry pour le soutien au candidat Soumaïla Cissé de l'Union pour la République et la démocratie s'est mobilisée ce vendredi à Conakry. L'objectif était de présenter le programme de société du candidat aux ressortissants maliens en Guinée et les inciter à récupérer leur carte d'électeur afin de voter ce 29 juillet 2018. À quelques jours de la présidentielle au Mali, les ressortissants maliens en Guinée ne restent pas en marge de cette campagne pour élire leur futur président. La section de l'Union pour la République et la démocratie URD Conakry de Soumaïla Cissé, grand rival du président sortant, poursuit ces séries de mobilisations. Ils sont convaincus à travers son programme de société qu'il apportera un changement meilleur au Mali. Le programme de Soumaïla est axé sur 5 axes, 5 piliers, allant du retour de la sécurité aux projets de développement comme l'agriculture, l'élevage, les écoles, l'enseignement, les routes, les infrastructures, donc la santé. Le programme touche à tout et est suffisamment cohérent et budgétisé à hauteur de 7 000 milliards de francs CFA durant le quinquennat. Depuis le début de cette campagne de mobilisation jusqu'à maintenant, les statistiques montrent que les 50% des électeurs ont reçu leur bulletin de vote, selon la responsable du bureau de la section URD Conakry. Chose qui leur donne un grand espoir dans l'atteinte de l'objectif visé. Quand hier on a évalué nos statistiques au niveau des 5 urnes de Conakry, ce qui paraît satisfaisant. Comme le gouvernement a décrété qu'il y a 2 jours fériés, l'ambassade va se consacrer ces 2 jours-là, travailler de façon très intense afin qu'on puisse mettre le maximum. Et les 9 jours qui restent, on pense qu'on pourra retirer suffisamment les cartes qui restent.
Les ressortissants maliens vivant en Guinée présents à cette rencontre ne respirent que par le nom de leur champion Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne, président de l'URD. Ils espèrent tous un lendemain meilleur avec lui, c'est pourquoi ils ont prévu de glisser leur bulletin dans les urnes pour sa formation politique ce 29 juillet 2018 à l'ambassade du Mali en Guinée. Dans le même sillage, la campagne électorale est en cours au Mali pour la tenue de l'élection présidentielle du dimanche 29 juillet prochain. Nos envoyés spéciaux se sont intéressés à quelques candidats. Nous vous proposons de découvrir Mamadou Oumar Sidibé, le candidat de la coalition pour le renouveau politique. Dans l'élément que vous allez suivre, le président du Parti pour la restauration des valeurs du Mali décline les grandes lignes de son projet de société. Idriss Abari, Moussa Moïsila, Fassine Steve Kamara et Idriss Akaba. Investi comme candidat de la coalition pour le renouveau politique, Mamadou Oumar Sidibé explique son engagement par le fait de mettre un terme au système politique actuel du Mali, qui selon lui reste le même depuis une vingtaine d'années. Se définissant comme deuxième force politique de l'opposition malienne, le président et candidat du Parti pour la restauration des valeurs du Mali estime vouloir offrir l'opportunité au peuple malien de tourner la page à la souffrance due à la mauvaise gouvernance et à la corruption. L'homme est au début et à la fin de tout processus. Nous allons travailler sur l'humain. Si nous sommes des bons patriotes, nous sommes intègres, nous sommes loyables, nous sommes redevables vis-à-vis de notre pays, je pense que la corruption n'a pas sa place dans cette nouvelle gestion avec l'objectif que nous allons mener. Sur le volet de la sécurité et de la restauration de l'intégrité du territoire malien, le candidat de la coalition pour le renouveau politique estime que cette crise sera résolue avec l'ensemble des Maliens une fois qu'il est élu à la présidence du Mali. Outre la sécurité dans son programme, Mamadou Oumar Sidibé compte aussi mettre un accent particulier sur le monde rural et le système éducatif. Nous avons fait de l'agriculture le premier levier du développement de notre pays dans toute sa composante, agriculture, élevage, pêche. Nous allons travailler avec la mécanisation à grande échelle. Nous allons aller vers l'agrobusiness qui crée de la richesse. Donc c'est le premier pan du développement de notre pays. Nous allons travailler sur l'éducation. On doit l'innover et la rendre plus performante. Nous allons travailler sur notre système de santé. Et c'est ce que nous appelle chez nous, dans notre programme La Confiance Retrouvée, le ESA, éducation, santé, agriculture. Le candidat du Parti pour la restauration des valeurs du Mali se définit comme ayant les mains propres pour n'avoir jamais participé à la gestion du pays durant ces 20 dernières années. Hors de nos frontières à présent, la reprise des relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée fait souffler un vent d'espoir parmi la population des deux pays. Dans certaines villes frontalières, on se met à rêver d'une reprise imminente de l'économie. Reportage dans la petite ville de Zalambessa, laissée presque à l'abandon depuis le début de la guerre entre les deux pays en 1998. Zalambessa, dernier bastion éthiopien avant la frontière avec l'Érythrée. Âprement disputée lors du conflit qui opposa les deux pays à la fin des années 90, cette petite ville a été laissée à l'abandon. Les stigmates de la guerre sont toujours bien présents. La ville a été entièrement détruite. Il n'y avait plus rien. On a juste retrouvé des ruines de moins d'1 mètre de haut. Le rapprochement récent entre les deux frères ennemis pousse ses habitants à l'optimisme. Tous espèrent que l'ouverture de la frontière relance l'économie, à l'agonie depuis plusieurs décennies. Quand l'Éthiopie et l'Érythrée étaient en paix, les produits comme le café, le teff ou d'autres produits éthiopiens, on les envoyait en Érythrée. Donc, si la route s'ouvre, la ville va en bénéficier. La petite ville frontalière compte sur la reprise des relations commerciales pour rattraper son retard et se raccrocher au reste du pays. L'Éthiopie connaît une croissance économique de près de 7% par an. C'est sûr que quand il y aura la paix, il y aura plus d'échanges. La ville va grossir et le commerce sera meilleur. Pour les habitants de toute la zone frontalière, l'impatience se fait sentir. Mais les rêves sont là. De voir cette région redevenir un point central des futurs échanges économiques entre les deux pays et ne plus avoir à entendre le son des fusils. Alors que Wimbledon vient de se terminer, l'action se passe désormais sur d'autres cours proches de la capitale britannique.
où l'ancêtre du tennis, le jeu de paume, est roi. Un lieu royal pour un sport de roi. Le jeu de paume, ancêtre du tennis tel qu'on le connaît aujourd'hui, se joue ici, à Hampton Court, au sud-ouest de Londres, depuis près de 500 ans. Aujourd'hui, peu après le tournoi de Wimbledon, les meilleurs joueurs du monde s'affrontent dans ce lieu sacré du jeu de paume pour remporter le Real Tennis Champions Trophy. Le mur que vous pouvez voir devant vous est le mur d'origine sur lequel le roi Henri VIII aurait joué. Aujourd'hui, le champion du monde en titre, Rob Fahey, affronte le numéro 5 mondial, Ben Taylor-Matthews. Des raquettes et un filet, un décompte des points assez similaire, aucun doute, le jeu de paume ressemble bien au tennis moderne. Mais à y regarder de plus près, cette pratique a son lot de règles bien à elle. Dans le coin, nous avons une fenêtre. Si vous frappez la balle dans ce qu'on appelle le grill, c'est un coup gagnant. Si vous frappez la balle dans la galerie du bout du filet, au-delà du dernier poteau en bois où vous pouvez voir les cloches qui y sont accrochées, c'est un coup gagnant. Pour les passionnés, c'est la combinaison du défi mental et physique qui fait le jeu. Toute cette idée de A, être en forme, B, avoir un jeu mental pour jouer comme aux échecs, et C, avoir à apprendre les techniques, ça fait de tout ça un jeu fascinant. Il existe moins de 50 terrains de la sorte dans le monde, mais quelques-uns ont été construits au cours des dernières années. Rob Fahey a un conseil à donner à ceux qui voudraient se lancer. Je pense que le plus important est de réaliser que ce n'est pas du tennis et donc que vous apprenez un tout nouveau sport parce que ça se ressemble tellement que vous vous dites c'est facile, je peux y arriver, mais c'est complètement différent. Le jeu de paume n'est peut-être pas aussi populaire que le tennis, mais ces quelques milliers de fans espèrent bien que les terrains de Hampton Court serviront encore au moins 500 ans. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.